Sans aucune certitude, essayons d'imaginer. France, 2040. L'effondrement de l'économie mondiale, les diverses ruptures d'approvisionnement et la hausse massive des prix poussent des millions de gens dans la pauvreté. Face à ces crises sociales, le scénario le plus probable est l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement autoritaire qui aura su le mieux manier la peur qui se sera emparée du pays. Les frontières seront fermées et militarisées pour empêcher les réfugiés de venir, les supermarchés seront quasi vides. Le pétrole sera rationné et alloué en priorité aux forces dites de sécurité, ainsi qu'au fonctionnement des vieilles centrales nucléaires qui de toute façon tourneront au ralenti en raison des canicules. Incapable de satisfaire les besoins de base de la population, ni évidemment de relancer la croissance dans une économie effondrée, ce gouvernement jouera sur l'ennemi intérieur et extérieur pour maintenir l'ordre. Et je serai probablement en prison. Ou alors, on pourrait tenter quelque chose. Changer le destin en agissant au bon moment, au bon endroit. C'est l'objet de cette vidéo. Le scénario flippant que je viens de te décrire a un nom. La théorie de l'effondrement de notre civilisation thermo-industrielle. Ah que, comment, pourquoi ? La civilisation dans laquelle nous vivons repose sur de grands piliers. L'économie mondiale, au service de la consommation de masse, l'énergie qui l'alimente et est composée à 85% d'énergie fossile, l'État qui fournit le cadre et l'environnement sur lequel on prélève les ressources du système Terre et qui y permet la vie. La théorie de l'effondrement nous explique par le menu que chacun de ces piliers se fissure dangereusement et que la chute de l'un entraînerait l'effondrement de tous les autres. Alors, est-ce que c'est possible ? C'est vrai qu'on a une économie à flux tendu. On a tout bonnement supprimé les stocks, optimisé la chaîne de production pour réduire les coûts et maximiser les profits. Tiens, un Boeing 747 par exemple, c'est 6 millions de pièces produits par 6500 fournisseurs dans plus de 100 pays différents. Mais si un des maillons de la chaîne de production vient à céder, que ce soit à cause d'une catastrophe naturelle, d'un problème politique local ou d'un problème économique, c'est toute la chaîne qui est impactée. Pablo Servigne, co-auteur de Comment tout peut s'effondrer, a fait remarquer que l'éruption du volcan Eyjafjallajökull a provoqué aussi bien des pertes d'emplois au Kenya que l'arrêt d'opérations chirurgicales en Irlande ou de lignes de production de berlines en Allemagne. Bon, jusque-là, rien de bien grave. Les berlines allemandes, comme dirait Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Là où ça craint un peu plus, c'est que le système financier mondial est au bord de l'abîme. Alors on va pas le pleurer, sauf que 3 bulles colossales menacent de provoquer un effondrement du système dans son ensemble. Une bulle de l'endettement privé qui représente quand même 225% du PIB mondial, une bulle de la cotation des actions qui sont très surévaluées et une bulle de la dette des étudiants états-uniens qui représente 1500 milliards de dollars, c'est l'équivalent du PIB de l'Espagne qui va imploser et laisser un grand merdier. Mais tout ça est très compliqué et j'ai envie d'en parler davantage en détail dans une prochaine vidéo, alors abonne-toi si ça t'intéresse de savoir comment certains comptent plumer ton compte d'épargne. Nos États, ces piliers de l'ordre social, vont-ils réagir à une crise financière et économique avec humanité et solidarité ? Il y a peu de chance, vu qu'ils jouent d'ores et déjà à la guerre économique, à dire America first et à ne pas vraiment aimer les processus démocratiques qui nous permettraient de prendre collectivement des décisions contraignantes. Non, pour moi, un Trump, Bolsonaro, Poutine, ils vont jouer la carte de l'autoritarisme et affaiblir encore une démocratie au bord de l'asphyxie. L'énergie maintenant, le moteur de cette civilisation, à commencer par l'énergie fossile qui nous a portés si vite et si loin qu'on a réussi à changer le climat pour des milliers d'années. Quel bilan! Déjà, les gisements de pétrole s'amenuisent et l'industrie fossile doit découvrir de quoi sortir 60 millions de barils de pétrole par jour d'ici 2030. C'est l'équivalent de la production journalière de 6 Arabies Saoudites. Et ça, c'est juste pour réussir à maintenir le rythme actuel. Plus de pétrole! Bonne nouvelle pour le changement climatique! Eh ben oui, mais non. Parce qu'en fait, la raréfaction du pétrole conventionnel pousse les compagnies à se tourner vers le pétrole non conventionnel. Gaz de schiste, sable bitumineux, forage en eau profonde, qui ont des conséquences bien plus dévastatrices sur le climat et l'environnement. Peut-être qu'en remplaçant les énergies fossiles par des énergies renouvelables, on pourrait éviter les dégâts. Oui, mais non. Les énergies renouvelables, bien qu'on en parle beaucoup, c'est toujours que 3,5% de l'énergie qu'on consomme. En fait, elles ne remplacent pas les énergies fossiles, elles s'ajoutent. Il y a 50 ans, les énergies fossiles, c'était 85% de l'énergie qu'on consomme. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose, sauf qu'on en consomme 2,5 fois plus.
il n'y a pas de transition énergétique et c'est ça qui dérègle le climat. À ce moment de la vidéo, il est possible que tu te sois déjà dit « Merde, vite, mais faut tout faire pour empêcher ça !» Ouais, mais empêcher quoi? Sauver quoi? La civilisation, la consommation, la finance, l'économie ou la biosphère, le monde vivant? Est-ce que ce qu'on veut, ce qu'on doit sauver, ce serait pas ce qui permet la vie et pas seulement la nôtre, l'eau, l'air, la forêt, l'Amazonie, celle qui est en train de brûler? De fait, on va rencontrer le mur climatique bien avant le mur énergétique. L'effondrement du pilier environnemental qui soutient la vie sur Terre est d'ores et déjà en train d'avoir lieu. Rapidement, sans trop te saouler, la forêt tropicale, ce poumon de la Terre, dont cette civilisation est le cancer, commence à ne plus absorber de CO2. Dans l'océan, le phytoplancton, qui en plus d'être à la base de toute la chaîne alimentaire marine, produit la moitié de l'oxygène terrestre et stocke 100 millions de tonnes de CO2 par jour. Le phytoplancton meurt. Le permafrost en Arctique est en train de fondre 70 ans plus tôt que ce que les scientifiques attendaient. Tout s'accélère. Côté biodiversité, ça s'effondre déjà. On a détruit l'habitat et assassiné 60% des animaux sauvages vertébrés en seulement 40 ans. Une espèce animale et végétale sur 5 est actuellement menacée d'extinction. 1 sur 5. À cause de quoi? De ce modèle civilisationnel. Les experts estiment que les 3/4 du milieu terrestre sont sévèrement altérés par les activités humaines. Bref, on vit dans une société immunodéprimée. On n'a plus de système immunitaire et la moindre petite grippe peut potentiellement nous foutre par terre. Il suffirait que les abeilles disparaissent pour qu'on soit incapable de se nourrir. Et elles disparaissent déjà. Il faut imaginer la civilisation thermo-industrielle assise sur des poches de gaz toutes interconnectées. On ne sait pas d'où va venir l'étincelle, mais on sait que la situation est hautement inflammable au point qu'un effondrement systémique mondial devienne une réelle possibilité. Si la finance s'écroule, elle risque d'embarquer l'économie mondiale avec elle et provoquer des ruptures d'approvisionnement en énergie par exemple. Et avec moins d'eau et de nourriture à cause du dérèglement climatique, ça devient vite ingérable. Un peu comme une partie de SimCity que t'aurais laissé 2 heures à ton petit frère. Une des définitions d'un effondrement, c'est l'incapacité de l'État à assurer des services de base, eau, alimentation, logement, santé, énergie, ou en tout cas pas à un coût abordable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. C'est pas un événement, c'est un enchaînement d'événements catastrophiques. Et c'est à la fois rapide et lent, c'est graduel et brutal. En fait, c'est des chocs environnementaux, mais aussi et surtout des chocs politiques, sociaux et économiques. Mais attention, il n'y a pas de certitude radicale. Personne ne peut prédire avec certitude si, quand et comment ça va se passer. Et surtout, on ne sait pas comment toi, moi, la société va réagir. Il y a là des marges de manœuvre qui m'enthousiasment tout à fait et dont je vais parler dans la dernière partie de cette vidéo, alors reste bien jusqu'à la fin. Alors certes, la science ne peut pas avoir de certitude, mais l'effondrement, c'est pas non plus une croyance New Age. C'est des modèles mathématiques, des faits, des risques, des hypothèses et des scénarios. Et pour toi qui doutes que tout ça soit bien sérieux, essaie de voir les choses comme ça. T'es jamais certain que ta baraque va prendre feu. Ça t'empêche pas de prendre une assurance, d'installer un extincteur et de ne pas laisser ta poêle à frire sur le feu sans surveillance. Surtout que plus tu considères le risque d'un incendie probable, plus tu peux l'éviter. Et c'est pas que un truc de scientifique ou d'écolo hippie. Il y a des gens dont tout prévoir est le boulot, comme l'armée ou le Premier ministre, qui connaissent déjà ces théories et s'y intéressent de près. Si on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Cette question-là est une question assez obsédante. Moi, elle me taraude beaucoup plus que certains ne peuvent l'imaginer. Aucune civilisation n'a exploité et détruit, n'a changé la face du monde aussi vite que la nôtre. C'est ce qu'on appelle la grande accélération. Le dégagement de méthane, l'acidification des océans, le PIB mondial, la population, l'usage de fertilisants, quand tous les indicateurs partent en exponentiel dans un monde aux ressources finies, avec une forte inertie, le scénario le plus réaliste est celui d'un effondrement. Quand on consomme en quelques mois ce que la planète est capable de reproduire en 1 an, on sait que ça doit s'arrêter, de gré ou de force. Je comprends que la perspective d'un effondrement fait peur. Ça brise des futurs qu'on avait pour nous, pour notre famille. Et j'aimerais tellement pouvoir m'en foutre, penser à quelque chose de plus réjouissant. Mais je réalise peu à peu que
S'en foutre, mettre la tête dans le sable, c'est probablement le pire qu'on puisse faire. On est sur une trajectoire de plus 5 degrés d'ici 2100. C'est des vagues de chaleur mortelles pour les 3/4 de la population mondiale, des pays entiers inhabitables. Et certains scientifiques estiment qu'on ne pourrait pas être plus d'1 milliard sur la planète, faute d'être capable de produire suffisamment de nourriture pour tout le monde. On vit un apartheid climatique, c'est les pays les plus riches qui changent le climat et les pays les plus pauvres qui sont les premiers impactés. Vraiment, le pire scénario, c'est celui qu'on vit là maintenant. C'est le plus injuste. Et ça fait 40 ans que les scientifiques nous l'annoncent, on fonce toujours droit dedans. Pourtant, il existe plusieurs solutions, plusieurs chemins qu'on pourrait emprunter pour réduire la violence de la chute. Mais il semblerait qu'on soit incapable de les emprunter. Par exemple, on pourrait faire de la croissance verte, croître économiquement sans pour autant détruire la planète. Faux! C'est faux dans les faits. On n'a jamais vérifié empiriquement qu'on savait découpler, c'est-à-dire faire croître le monde virtuel sans toucher au monde matériel. À chaque fois qu'on croît économiquement, on consomme davantage de ressources et d'énergie. Bon, mais si la croissance est cause d'effondrement, on pourrait tenter de décroître, ralentir. Ouais. Mais personne n'essaie et on accélère. Voilà le rêve pour Lyon. Une voiture sans conducteur qui envoie des teradatas de données pour réussir à avancer tout droit. C'est pas ça l'avenir, je pense. En fait, c'est une question de choix de société. Est-ce qu'on construit un nouveau centre commercial ou une zone humide? On peut pas faire les deux. Ça n'a aucun sens. Ceci n'a aucun sens. Bon, mais si aucun pays ne veut décroître en solo, on pourrait peut-être démocratiquement prendre collectivement des décisions contraignantes et éviter l'effondrement. J'aimerais bien qu'on ait le temps de faire une transition, que tous les pays s'y mettent vraiment et qu'on négocie tous les changements un par un. Mais tout va trop lentement. Le meilleur exemple d'action mondiale coordonnée, c'est ce qu'on a fait sur les gaz CFC et leur impact sur la couche d'ozone. Le problème était parfaitement clair, le nombre d'acteurs limité, l'impact économique aussi, et ils ont quand même mis 25 ans pour se mettre d'accord. Alors combien de temps on se donne pour décarboner l'économie? 300 ans? On les a pas. Aussi dingue que ça paraisse, c'est l'année prochaine, en 2020, que l'humanité s'est donné rendez-vous. C'est à cette date-là qu'on doit faire stagner les émissions de CO2 et qu'à partir de là, elles descendent. Non, vraiment, sans une profonde redistribution des cartes que je peine à imaginer, je vois pas de salut qui puisse venir d'une décision des États. Alors est-ce que la solution viendrait de nous en tant que consommateurs? Une révolution pacifique par le boycott de la consommation et la massification des éco-gestes? Je pense qu'il faut le faire. Ça va nous permettre d'être plus résilients, d'être mieux préparés aux chocs qui s'annoncent. Mais je crains que ce ne soit pas suffisant. Convaincre patiemment chacun d'entre nous, ça irait si on avait 100 ans. Or, on ne les a pas. Et même, nos adversaires poussent tellement à fond pour qu'on consomme toujours plus. Ils nous ont au confort, ils nous ont à la publicité, qui est quand même le 2e budget mondial après l'armée, que je pense qu'on n'arrivera pas à convaincre tout le monde. Et passer le changement individuel, c'est tout ce qui nous entoure qui pollue. L'industrie, le système agricole, les services publics, la bétonisation, tous ces trucs sur lesquels on a encore très peu de pouvoir. Mais faut pas oublier que certains d'entre nous ont plus de pouvoir que d'autres. Est-ce que ce seraient les plus privilégiés, les plus riches d'entre nous qui impulseront le changement? C'est clair que si les plus riches de ce monde mettaient toutes leurs ressources en commun pour construire une société résiliente et low-tech, on pourrait faire de grandes choses. Mais quand tu as travaillé toute ta vie pour accumuler des privilèges, c'est dur de se départir du chacun pour soi. Pire, il semblerait que les milliardaires aient décidé d'aller jusqu'au bout avant de quitter le navire. 50% des milliardaires de la Silicon Valley ont acquis ce qu'on appelle une assurance apocalypse. C'est-à-dire qu'ils ont acheté un lopin de terre qu'ils considèrent à l'abri en cas de catastrophe naturelle ou d'effondrement systémique et où ils iront se réfugier. Du coup, franchement, c'est pas qu'ils n'ont pas compris l'ampleur du problème ou qu'ils connaissent pas les mesures à prendre. Ils ont très bien compris la crise dans laquelle on est. Mais ils ont décidé de faire sécession. Il reste encore le salut par la force de frappe des entreprises capitalistes, l'inventivité et la technologie. À commencer par le nucléaire. Aujourd'hui, avec une situation relativement stable, les centrales sont mal gérées. Elles vieillissent mal, leurs coûts explosent, elles ont des accidents en série et on file leur gestion à des sous-traitants. Quelles sont les chances pour qu'elles soient bien gérées dans une économie effondrée? Autre délire scientifique, la géo-ingénierie. Alors, si on pouvait éviter jouer aux apprentis sorciers, de claquer le reste de notre fortune pour modifier le climat sans avoir aucune idée des conséquences à long terme, moi ça m'arrangerait. Je pense que ça t'arrangerait aussi. Ouais.
Restent les entreprises. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en plus d'être dirigées par les plus riches dont je viens de parler, les multinationales, les entreprises capitalistes sont actuellement les plus grandes forces de résistance au changement. Pourquoi ? Parce qu'elles ont bâti ce monde. Il est parfait pour elles et aucune alternative ne saurait leur plaire autant. Une erreur serait de considérer qu'on a en face de nous des gens qu'il suffirait de convaincre. Nos adversaires sont des structures dont une petite centaine sont responsables de 71% des émissions de CO2 et qui se comportent comme des sociopathes. Un seul exemple, ExxonMobil, le numéro 2 mondial du pétrole et du gaz, a commandé dans les années 70 une étude sur le changement climatique. En apprenant que le changement climatique était réel et que sa cause était les énergies fossiles, ils ont enterré l'étude, financé à hauteur de centaines de millions d'euros des campagnes de com pour semer le doute sur la véracité du changement climatique, tout en surélevant leur plateforme pétrolière en haute mer pour qu'elle résiste à la montée des eaux. Ils ne vont pas s'arrêter. Les 5 plus grands pétroliers et gaziers ont dépensé $1 milliard en lobbying pour discréditer l'accord de Paris. L'accord dit bien qu'il faut laisser 80% des énergies fossiles dans le sol, mais les Russes développent des centrales nucléaires flottantes pour exploiter des gisements qui jusqu'à maintenant n'étaient pas rentables. Quand Total promettait publiquement il y a 2 ans de ne pas forer en Arctique, ils négociaient en secret l'achat d'un gisement à un gazier russe. En Alaska, les pétroliers placent des tubes réfrigérants dans le permafrost qui s'est réchauffé à cause du changement climatique, de manière à permettre à leurs camions de rouler dessus et de continuer à exploiter le pétrole. C'est tellement cynique. On est face à des États et des entreprises qui creusent notre tombe, trouvent une dalle de pierre au fond et la font sauter à la dynamite. Ce à quoi on assiste est une guerre contre le vivant, une destruction des conditions qui rendent la vie sur Terre possible. S'ils ne s'arrêteront devant rien, il faut qu'on les arrête. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, plus on attend avant de démanteler ce système, moins la vie sauvage sera résiliente, moins le monde vivant sera capable de rebondir. Plus on attend, plus ce seront les plus pauvres qui vont morfler. Je te cache pas que moi, en découvrant tout ça, j'ai juste eu envie d'aller me cacher dans un trou en fait. Et je pense qu'on est nombreux à réagir comme ça. Mais j'ai réalisé que j'aurais beau partir loin, construire mon îlot de sobriété et de résilience, la destruction continuera. Parce que le système capitaliste n'a pas besoin de moi pour fonctionner. C'est pas ma non-collaboration qui y mettra un terme, mais ma résistance et des actions stratégiques qui paralyseront ces rouages. Le seul moment où les émissions de CO2 ont décru, c'était en 2008, lorsque l'économie mondiale était à l'arrêt. Alors si on n'a ni le temps, ni les moyens de changer le système, il faut qu'on considère le besoin de le mettre à terre, de réduire à néant sa capacité à détruire. En fait, pour éviter l'effondrement de la biosphère, il faut démanteler ce système rapidement. On ne persuade pas une machine, on la casse. Il faut une réaction équivalente à celle de la résistance et du débarquement de 39-45. Empêcher la destruction sans pour autant mettre la vie d'autrui en danger. Il faut des mobilisations de masse grand public, mais aussi des actions directes de sabotage, comme ont pu le faire Sea Shepherd ou les faucheurs d'OGM. Pour ce dernier type d'action, on vous recommande les 4 podcasts sur le blog Floraison qui reprend le contenu du livre Full Spectrum Resistance. La complémentarité entre un mouvement de masse et des actions directes, c'est une condition nécessaire à un mouvement puissant. Et on en parlera d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Très concrètement, on lance à la rentrée une initiative pour créer des groupes de résistance partout sur le territoire. Donc laisse ton mail sur ilestencordtemps.fr pour cibler et stopper des sites ou projets polluants ou injustes proches de chez toi. D'ailleurs, si tu en as déjà repéré, décris-les-nous précisément à l'adresse contact@ilestencordtemps.fr. Mais on s'attaque à un tel mastodonte qu'une guérilla risque de ne pas suffire. Il faut qu'on soit plus malin que lui. Or, quoi de mieux qu'une crise, un moment où le système est en difficulté pour remporter des victoires ? La première des crises qui risque d'arriver est une crise financière, un krach qui s'annonce déjà comme un tsunami incomparable à ce qui s'est passé en 2008-2009. Justement, la dernière fois, on a été sous le choc et on n'a pas su réagir. Mais là, on a l'occasion d'apprendre de nos erreurs et s'inspirer de ce qui s'est passé chez nos voisins et l'Espagne, la Grèce, pour contre-attaquer. Mais en plus de mettre à terre l'ancien monde, on doit aussi permettre qu'un nouveau monde émerge de ses ruines. La vraie transition, ou plutôt la vraie rupture, sera celle de la sobriété et des low-tech. Remplacer tous nos besoins technologiques par des techniques sans fossiles, utiles, durables, réparables, accessibles au plus grand nombre. Autant dire que c'est pas du tout le discours mainstream sur l'écologie et c'est pas là non plus que sont mis les efforts. En fait, il faut qu'on apprenne à gérer collectivement la réduction de notre mode de vie. Qu'on apprenne à faire en commun plutôt que vivre dans nos bulles individuelles. Et ça va passer par des choix. Ce qui va décroître, c'est tout ce qui est superflu. Et on va pouvoir choisir de conserver ce qu'on a envie, de minimiser la souffrance pour toutes et tous et partout, et de réussir à construire ensemble une nouvelle société.
On pourra aussi revoir notre rapport à la nature. Tiens, ce serait pas plus mal, la considérer comme un sujet plutôt que comme un objet qu'on peut exploiter. Tout ça, pour moi, ça forme un ensemble que j'appellerais mon espoir. Et c'est entre autres pour ça que je fais cette vidéo. Alors oui, ça peut sembler utopique d'envisager construire un nouveau monde alors que le nôtre s'effondre. Pourtant, rien n'est écrit. Notre société peut réagir de 1000 façons différentes. Et on a déjà des exemples contemporains comme au Rojava qui montrent que ça vaut le coup d'y réfléchir par avance. En Syrie, le nord du pays s'appelle le Rojava et a subi de plein fouet la répression de Bachar al-Assad et après ça est tombé sous le joug de l'État islamique. Autant te dire que les féministes du coin avaient tout pour être déprimés et baisser les bras. Pourtant, c'est dans ce lieu qu'a eu lieu une révolution féministe qui a donné lieu à l'autonomie de la région et la mise en place d'un fédéralisme démocratique fondé sur l'égalité des sexes et l'écologie. Autant dire que ça n'a été possible que parce que les gens avaient été sensibilisés à des théories de fédéralisme, de municipalisme libertaire et on fera donc une vidéo sur le sujet dans l'espoir que ça nous inspire. Mais de l'expérience du Rojava, on apprend autre chose, que tout ce qu'on essayera de construire, d'autres essayeront de le détruire. Il faudra se battre à chaque instant. L'avenir est largement entre nos mains. Il y a des avenirs post-effondrement désirables, faire collectif, construire de la résilience, remettre les mains dans la terre. Tout ça, ça vaut la peine, mais ils ne seront obtenus qu'au prix d'une lutte pour la liberté et la dignité. Et il faut la commencer maintenant. L'horizon d'urgence et de mort qu'implique la perspective d'un effondrement systémique donne étrangement du sens à la vie. C'est parce que ma vie a une fin qu'elle peut avoir un but. C'est parce que mon temps est limité qu'il doit être utilisé à bon escient. Alors sur cette chaîne, Partager c'est sympa, on va continuer à explorer les stratégies et les modes de lutte qui peuvent nous permettre de tenter des choses dans cette perspective-là. Et évidemment, ce genre de travail trouve pas de financeurs institutionnels ou classiques, alors on repose essentiellement sur vos dons sur Tipeee, d'ailleurs merci pour ça. Et on a encore la moitié du chemin à parcourir pour obtenir l'indépendance financière. Donc si vous trouvez que ce travail est important et que ça vaut le coup, soutenez-nous sur Tipeee, même avec 5 €, une pinte régulière par mois, ce sera trop bien. Et comme toujours, pour que le message se diffuse, partager c'est sympa.